Ça se passera très bien. En tout cas, je suis très, très contente. Alors là, vraiment, la pionnière. Donc, on va revenir sur ton parcours parce que c'est vrai que tu es méconnue, mine de rien. C'est incroyable. Et en plus, il y a eu les premiers combats en France depuis la légalisation avec une combattante féminine. Et bon, voilà, faut qu'on retrace l'histoire, c'est hyper important. Donc, je sais pas si tu as un petit peu suivi. En fait, avec MMA Story France, on est en train de rechercher tous les pionniers pour essayer de délivrer le maximum d'informations à tous ceux qui veulent démarrer dans le MMA ou qui ont tout simplement envie d'avoir plus d'informations sur le comment ça se passait avant. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah alors donc du coup je m'appelle Tevi Sey. J'ai commencé à m'entraîner en MMA. Donc bah, tous les pionniers ont dû te dire avant à l'époque on n'appelait pas ça MMA encore. Bah voilà je vais te ressortir la vieille rengaine des vieux. Et donc on appelait ça Free Fight. Donc en 2000 moi j'ai commencé. C'était encore les débuts, c'était pas le tout début, mais c'était vraiment encore très confidentiel. C'était un peu les têtes brûlées qui faisaient ça. Et puis ben, comme j'étais un peu tête brûlée, ça m'a plu tout de suite. Ah, carrément, tête brûlée. Pourquoi? Dans quel sens? Un peu, j'aime bien l'aventure, j'aime bien faire bah, des choses nouvelles et puis c'est vrai que ça sortait, ça sort un petit peu, voilà, du cadre. Enfin, ça me correspondait dans le sens où moi j'ai du mal avec la discipline et en fait avec les règles et dans le MMA il y a des règles, mais pour moi ce sont des règles qui sont fondées, c'est pour l'intégrité physique. Mais il n'y a pas des règles genre ah, t'as pas le droit de mettre de low kick parce que si t'as pas le droit de voilà. Là c'était assez complet et ça me convenait vraiment cette liberté de pratique me permettait de m'exprimer totalement. Moi j'ai besoin de m'exprimer vraiment sans restriction donc c'est comme ça que ça m'a plu. D'accord. Quand tu as commencé dans le free fight, tu avais déjà pratiqué un autre art martial avant? Et ben justement, je faisais du kung-fu. Ah, Donc ça, on peut dire que c'est un petit peu rien à voir parce que en plus je le faisais de manière traditionnelle. Donc je faisais des armes, je faisais à l'époque de l'épée, des nunchakus, du bâton. Il y avait un côté très esthétique, mais peut-être du coup j'étais pas assez confrontée à l'efficacité, en tout cas à la réalité du combat. Et puis un jour, en fait, je faisais du kung-fu depuis pas très longtemps, hein, 3-4 ans quand j'ai commencé le MMA. Mais par contre, j'étais à fond dans le kung-fu, je faisais des compétitions et tout. Et puis un jour, je suis pas arrivée dans le contact tout de suite avec le MMA. J'ai fait un cours de boxe française. mhm. Euh, euh, et c'était super bien, vraiment. C'était le club de Pantin. Vraiment, il y avait une super équipe. Et je me souviens, j'ai tourné, et je l'ai su plus tard, avec la future championne du monde. Je me souviens plus de son nom, mais je l'ai reconnue avec ses cheveux frisés. Et elle avait été très très gentille avec moi, mais elle m'a touchée dans tous les sens, quoi. Elle m'envoyait des gauches droites, voilà, des fouettés, etc. Puis moi j'étais tétanisée, j'arrivais à rien faire. Et je Oh suis là rentrée là. chez moi, j'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré, j'ai fait mais je suis trop nulle en fait. J'ai des médailles d'or en kung-fu, mais je suis nulle. Et ça m'a remis un peu en question à ce moment-là. J'ai pas commencé le free fight tout de suite, mais je me suis dit faut que j'arrête de penser que je suis une championne si je pleure quand je tourne avec quelqu'un qui me fait même pas mal en fait quoi. Donc c'était vraiment une prise de conscience sur la vérité. Et depuis la pratique pour moi du MMA, c'est vraiment une quête de la vérité. Si t'es forte, tu gagnes. Et si t'es moins forte ce jour-là, bah tu perds. Et puis voilà, t'as pas d'excuses. C'est vrai que c'est sur le jour J, c'est le moment en fait, hein, parce que Voilà. on se dit souvent ah mais il a perdu, oh il est nul, mais non peut-être que ce jour-là en fait il était pas Oui, oui. dedans ou il n'a pas réussi Et à comprendre. il y a toujours C'est plus vrai. fort que soi. Et voilà, c'est vraiment une question de, de timing, d'être forte ce jour-là sur tous les points. Et puis, il faut accepter aussi le fait que parfois, il y a des gens qui sont plus forts et c'est ça qui est motivant aussi. Mais pourquoi juste un cours? On sait très bien que c'est les premiers cours qui sont difficiles, mais après ça va un peu mieux. C'était le premier cours pour la boxe. Oui, mais j'étais assez forte en kung-fu et je pensais, j'ai dû arriver un peu hautainement, hein, c'était il y a longtemps, mais j'ai dû arriver un peu hautainement en me disant, bah voilà, moi je fais des très beaux coups de pied, etc. Puis en fait, ça m'a vraiment choquée.
Ok, très bien. Bon, alors toi, tu as été combattre à l'étranger, donc Loïc Pora nous a également un peu parlé de toi. Euh, C'était difficile, en fait, d'être une femme dans le combat libre à l'époque en France. Alors, avec l'expérience que j'ai maintenant, avec le recul, parce que maintenant j'ai plus de 40 ans, quand j'étais plus jeune, à 20 ans, femme, homme, pour moi, je me posais vraiment pas de questions. Ça m'agaçait d'ailleurs fortement quand, en tant que combattante, on me ramenait toujours à cette condition féminine. Par contre, passé le cap de la compétition, une fois que j'ai arrêté la compétition, que je suis devenue prof, en fait, ça m'a vraiment tenu à cœur. Je me suis rendu compte que c'était très important pour les femmes d'avoir des modèles féminins pour faire des choses. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, c'était dur. Même si sur le moment, j'ai trouvé ça dur, mais la vie, elle est dure, mais je me suis pas dit que c'était parce que j'étais une femme. Le MMA à l'époque, c'était dur pour tout le monde. C'était certainement encore plus dur peut-être pour moi parce que j'étais une femme plus légère que tout le monde, mais c'était pas forcément parce que j'étais une femme que c'était dur, c'est parce qu'il y avait pas beaucoup de femmes dans le circuit et que du coup j'étais assez frustrée parce que je m'entraînais vraiment très 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 dur autant que les autres Ouais. et moi j'avais pas la récompense de la proposition du combat. Et c'est pour ça que j'ai dû partir au Japon parce que là-bas, il y avait plus de ma catégorie. Aux États-Unis, elles étaient beaucoup plus lourdes. En Russie aussi. Et à l'époque, il y avait que ça, quoi. C'était soit Brésil, Amérique, où là, c'est des grosses catégories, un petit peu, hein, voilà, qui sont peut-être un peu chargées. Et la Russie, et puis le Japon. Donc, je suis partie au Japon. Ouais, ben dis donc, hein. Et explique-nous un peu ton périple en fait au Japon. C'était une Et année. voilà, je suis restée une année, mais c'était une année vraiment très riche en expérience. Ça m'a marqué jusqu'à présent. Maintenant, moi, je retourne au Japon tous les 2 ans minimum. Je retourne dans la salle où je me suis entraînée. Je suis en contact permanent avec les copines de tatami. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Pour moi, le Japon, c'est mon deuxième pays, voire mon premier pays. Ah oui. Je me sens plus japonaise peut-être que française et puis je suis aussi d'origine cambodgienne et cambodgienne. Donc je me sens plus je me sens plus japonaise et d'ailleurs mon surnom c'est Teviko et Teviko en fait c'est la japonisation de Tevi. D'accord. Et ce sont mes amies japonaises combattantes qui me l'ont donné. Et quand elles me l'ont donné, pour moi, c'était vraiment une reconnaissance j'étais intégrée dans l'équipe, parce que vraiment les étrangers au Japon, ils sont pas à l'époque, en tout cas, c'était très rare. Et puis c'est pas qu'ils se méfiaient, mais ils nous trouvent très différents, donc ils sont très réservés. Et le fait de me donner un prénom japonais, c'était pour dire voilà, maintenant tu fais partie de l'équipe. Et vraiment ça m'avait vraiment touchée. Et le périple japonais, ouais, c'est vraiment super. Encore, comme tous les pionniers vont te dire, à l'époque, le Japon c'était pas très ouvert aux étrangers. C'était pas encore. Je sais pas si t'es déjà allé à Tokyo ou au Japon. Non, non, Ah bah, faut y aller, pas c'est encore. super. Ah, un Non, mais jour, là, c'est j'espère. voilà, là, c'est pas trop le moment, mais Oh, c'est vraiment un superbe pays. Et tout est traduit en anglais maintenant. Mais à l'époque, vraiment pas du tout. Alors moi, j'avais des notions de japonais parce que j'avais fait des études de langue japonaise, mais j'étais pas très assidue à mes cours, donc je savais pas très bien parler japonais. Et donc, oui, c'est compliqué d'arriver au Japon comme ça. Moi, je connaissais pas grand monde. Je connaissais quand même, bon, j'avais une ou deux copines mais d'ailleurs un Français qui s'entraînait avec moi, qui vivait là-bas, j'ai eu de la chance. Oui, il m'a aidé à m'installer. Je me souviens il était là à mon premier combat pour me coacher. J'entendais du français, ça me faisait du bien. Mais c'est vrai que c'est difficile le Japon parce que c'est un pays où tout est cher. Moi, j'avais pas un énorme budget. J'avais travaillé, je me souviens, pendant 2 mois. Alors c'est rien 2 mois, mais 2 mois, je faisais en fait le service dans une crêperie à Montparnasse où ça débitait beaucoup. Donc, je faisais les deux services. Donc, j'étais épuisée pour pouvoir, en fait, payer mon billet d'avion et de m'assurer le logement là-bas. Mais par contre, maintenant ça correspond à quoi? Je mangeais peut-être avec 2, 3 euros par jour. J'avais un vélo parce que je pouvais pas prendre le métro. En fait, voilà, c'est le côté glamour du MMA professionnel de maintenant. Nous, on n'a pas connu.
Pas du tout même. Ma première prime, c'était 4 tickets d'entrée et puis 100 euros de prime et 100 euros enfin 100 euros et 100 euros de prime victoire. Donc c'est pas énorme. Ça n'a rien à voir là. Hein. Bon, c'est un peu mieux quand même. Mais waouh, oh, c'est incroyable. Oui, d'accord. Hein. C'est vrai que quand on entend comment ça se passe maintenant et que j'entends ce que tu me dis, je me dis ouh là là, oh là là. On n'avait même pas la reconnaissance du public ou des médias. Moi, on était un petit groupe, donc on se connaissait tous, mais on faisait ça que pour la passion et pas forcément et pas pour la gloire, en tout cas pas la gloire en France. Par contre, au Japon, c'était très difficile effectivement de s'intégrer et de vivre là-bas financièrement, de tenir. Mais par contre, la reconnaissance, moi je l'ai vécu, c'est pour ça que ça m'a marqué beaucoup en tant que combattante. On était vraiment reconnus, j'étais reconnue dans la rue, j'avais un fan club, tout ça, ça a été très très. Oui, je donnais des autographes dans la rue, alors que voilà, alors qu'en France, voilà. Hein. Mais là-bas, la culture du combat, des arts martiaux, et puis est très très large. Enfin, c'est très largement, c'est populaire. Donc c'est vrai que c'était motivant et puis c'est vraiment une expérience quoi. Le MMA au Japon, à cette époque-là, c'était l'époque du Pride, c'était l'époque du K1. J'ai pu y assister, voir des salles, des salles. Enfin, je me souviens la première fois que je suis arrivée au Saitama Arena, c'était pour du K1. C'était magnifique, quoi. 90 000 personnes, tout le monde hurle. Enfin, c'était génial. Alors, on va faire un petit tour des questions. J'ai vu les questions passer. Hein. Merci. Hein. Bonjour et bonsoir à tous, hein, tous ceux qui nous rejoignent. Et merci pour les petites questions. Allez, je reprends du début. Ok. Alors, on a une première question. Alors, coucou, hein, il y a plein de coucous. Coucou aussi. Plein de coucous. Je défile un peu le tout parce que c'est dès le départ. On y arrive. J'ai vu parquer une question avec le shuto. Est-ce que c'était le shuto, on me demande? Le premier c'était SmackGirl. SmackGirl, c'était la seule organisation, il me semble, féminine mondiale à l'époque où voilà où il y avait que des combats féminins et donc mon premier combat non c'était SmackGirl comment on appelle ça maintenant en ouverture de gala. Ensuite par contre j'ai combattu oui au G-Shuto, Girl Shuto où c'était le main event, où c'était voilà un gros truc. Et il y avait d'autres organisations? Bah oui, à l'époque il y avait le Smack Girl, le G-Shuto, le Shuto normal. Il y avait beaucoup de choses. Là, je les ai pas en tête, mais il y avait beaucoup de choses. Après pour les filles, c'était même si au Japon il y avait un circuit professionnel, ça restait quand même, on est quand même assez, c'était un petit monde quand même. Oui, c'était surtout pour les filles, parce que merci voilà. Patrick pour les questions. C'est surtout pour les filles. Alors on a une personne, Vincenot David, qui dit la meilleure combattante à cette époque-là. Voilà. Donc, oui, mais ça c'est mon frérot, donc c'est normal. Il peut pas dire autre chose. C'est vrai. Mon frère aurait dit pareil. Hein. C'est vrai. Merci à lui en tout cas pour les petits messages. On a également Janine du Genou. Tévi, peut-on trouver tes combats sur YouTube, Dailymotion ou autre? Eh ben, écoute, le souci c'est que c'était quand mon premier combat en 2004. En 2004, YouTube devait certainement exister. Je suis même pas sûre si ça devait peut-être. C'était les débuts de Internet en tout cas, vraiment pour la population globale, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, et moi je n'ai rien gardé. Donc voilà, ça va rester dans l'ombre et dans mes souvenirs. Mais après, il doit y avoir. Il y a quelques images. Il y a quelques petites images. Il doit y avoir 1 ou 2 combats. Après, il faut chercher en japonais. Si on cherche en japonais, on peut trouver plus de trucs. Parce j'en ai vu quelques-uns. Le réseau japonais, donc voilà. Mais voilà, on a combattu les pionniers et les pionnières. On a combattu dans l'ombre. On reste dans l'ombre, mais on est toujours là quand même.
Et vous avez pas vos VHS, c'est pas normal, hein. Normalement. J'avais les VHS que j'ai perdus. J'avais des reportages qu'on avait fait sur moi au Japon où ça m'aurait trop plu de les revoir maintenant, mais je les ai tous perdus. Oh. Et il n'y a pas moyen de connexion avec quelqu'un, peut-être au Japon, qui peut avoir ça? Faudrait retrouver, mais bon, pour l'instant, non. Ben, écoute, c'est Claire son vrai nom à cette Jean-Janine du genou. Je chercherai pour toi, Claire. Parce que oui, c'est vrai que ce serait bien. Moi, il me semble, j'avais vu des petites choses, j'essaierai de les mettre en lien sur MMA Story France. Et est-ce que tu suivais l'UFC à l'époque? Je suivais l'UFC, oui, bien sûr, bah, comme tous les fans de MMA. Mais moi, j'étais plus vers le Pride, orienté Le vers le Pride. Pride. Après, je regardais l'UFC, si, parce qu'il y avait les techniques. Bah, tous les pionniers ont dû te dire que les techniques, nous, on les apprenait en regardant les combats des autres, en bidouillant, grâce à tous ces pionniers qui passaient les frontières faire des stages et nous ramener les techniques. Mais c'est vrai que voilà, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas des profs. On était on apprenait tous un petit peu en même temps, même s'il y avait les profs établis, mais on essayait tous de trouver on se refilait les VHS de technique, on les travaillait et voilà donc. Mais je regardais, oui, évidemment l'UFC. T'as rêvé y aller ou pas? L'UFC, non. Moi, mon rêve, c'était vraiment d'être parce que quand on a commencé, Loïc Pora, moi j'ai donc commencé avec Loïc Pora Oui. à l'époque et on appelait ça pas on appelait ça du free fight, mais lui il appelait ça du pancras parce qu'il venait de l'école de Basse-Ruitaine, etc., qui vient du pancras, là où ils sont en slip avec des petites bottes là et qui se donnent des coups comme ça, voilà. Donc ça c'est typiquement le style de Loïc Pora, donc ça m'étonne pas qu'il est accroché sur le pancras. Et en fait moi mon rêve c'était soit d'être parce qu'à l'époque c'était King of Pancras, il n'y avait pas de combat féminin. Moi je voulais être Queen of Pancras. Je voulais être la Queen of Pancras ou combattre au Pride. Mais le Pride n'avait pas de combat féminin non plus à l'époque. Comme quoi, les choses ont bien changé depuis. Eh oui, c'est pas normal, hein, mais voilà, écoute, il faut un début à tout et voilà. Maintenant, ce qui compte, c'est que pour les féminines de maintenant, c'est quand même plus facile et puis il y a vraiment un engouement de la part du public et c'est pas un engouement malsain, c'est vraiment sportif et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Alors toi, là maintenant, tu es devenue coach. Alors, est-ce qu'on peut parler de MMA Girl Nantes? Pourquoi t'être établie à Nantes d'ailleurs? Parce que j'ai déménagé à Nantes parce que voilà, à un moment donné, j'en avais un peu marre de Paris et du coup, naturellement, j'avais envie de monter cette section que j'avais montée moi sur Paris avant et qui avait fait vraiment, quand je l'ai montée, ça avait vraiment fait. Il y avait une grande émulation. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de. La première année, c'était un peu timide. Hein, c'est toujours timide les premières années. La première année, un peu timide, mais une équipe déjà bien soudée. Vraiment, j'ai ressenti que les filles, elles cherchaient aussi dans l'entraînement la progression de la discipline, mais aussi une sororité que tu n'as pas forcément dans les cours mixtes, parce que même si on dit que c'est ouvert à tout le monde, après on a chacune notre avis dessus, mais pour moi la société elle est faite elle est faite par les hommes et pour les hommes. Et du coup, nous, on est un petit peu en retrait, on est toujours obligé de s'adapter. Et ce créneau féminin, parce qu'on m'a tout de suite dit tous les copains du MMA, ah ouais, mais tu fais une section féminine, alors nous, on va pas accepter de femmes dans nos cours. Si toi, tu t'acceptes pas de mecs, je dis oui, mais non, parce que vous, en fait, c'est une section de mecs qui tolèrent qui acceptent les femmes, mais ils sont pas du tout machos, mais c'est quand même des réflexions qui sont ressorties. Et je dis, mais voilà, dans cette section féminine, ça permet déjà aux filles d'être sûres qu'elles sont pas les seules filles, et c'est aussi, ça permet de tourner dans le même gabarit à peu près. Oui. Et ça permet de bien progresser parce que du coup, quand tu es toujours qu'avec des mecs, moi je me suis toujours entraînée quand j'étais plus jeune, toujours qu'avec des hommes et en plus bien baraqués. Du coup, moi j'ai terminé il y a 6-7 ans, j'ai eu une hernie cervicale, j'ai failli être tétraplégique, voilà, parce que à cause de l'usure. Ah oui, le MMA c'est ça aussi. Quand t'es pratiqué, voilà, tête brûlée, tête cassée. Et du coup, j'avais une grosse hernie cervicale
voilà, j'ai failli être paralysée à ce moment-là et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai que tourner, moi je faisais 52 kilos, tourner avec des hommes tous les jours qui faisaient 80 kilos, puis on était tout le temps à 100%, et même s'ils faisaient attention, ça reste une différence de poids énorme. Et là, une section féminine, je me suis dit, voilà, il faut faire ça pour que les filles, elles se sentent bien, qu'on se sente nous-mêmes aussi, et qu'on n'ait rien à prouver aux autres, mais qu'on soit vraiment là pour apprendre et aussi et bien apprendre, sans trop de différence de poids. On a toujours l'impression que c'est un avantage en fait de travailler avec les hommes. On fait pas spécialement attention à la différence de poids, mais en fin de compte, quand on se retrouve face à son adversaire qui est dans la même catégorie, est-ce que ça peut devenir gênant et embêtant en fait? Et ben c'est quand je suis voilà, donc c'est l'épisode japonais pour moi a été vraiment un déclic, j'ai compris plein de choses et au Japon, j'ai compris tout de suite que bon, j'ai un petit côté hautain, moi c'est ma personnalité, je suis un petit peu hautaine. Donc je pense que voilà, c'est important dans la vie de penser qu'on est super, vaut mieux s'aimer que se détester, hein, n'est-ce pas? Et et en fait, moi, je suis arrivée au Japon, un peu comme quand j'étais arrivée au cours de boxe française, en me disant, moi, de toute façon, je m'entraîne tous les jours avec des mecs qui sont super forts et j'arrive à faire quelque chose. Donc là, les filles, c'est vrai que j'étais au club Abeani Combat Club. C'est un club qui est toujours actif et qui a toujours des compétitrices féminines. Et à l'époque, la prof, c'était Megumi Fuji. Alors Megumi Fuji, je ne sais pas si tu la connais. Non. Ah, il faut la connaître parce que c'était celle qui était avant Ronda Rousey. En fait, c'était la pound for pound la meilleure. Ok. C'est vraiment un phénomène cette fille. Et j'ai eu de la chance de la voir en tant que prof et en tant que collègue de tatami. Donc j'ai pu vraiment apprendre avec elle. C'était vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Dans ce club-là, il y avait donc celle qui était la meilleure classée, la meilleure mondiale. Ensuite, il y avait une championne ADCC donc en grappling, qui était aussi vice-championne de sambo. Il y avait une énorme équipe de filles super fortes et qui faisaient tout mon gabarit. Et je me suis dit, bah, elles sont peut-être fortes, mais moi, j'ai plus de force physique. Et en fait, la force physique, face à quelqu'un qui est vachement rapide, plus technique, un peu plus subtil sur les techniques, parce que c'est difficile quand tu tournes avec quelqu'un qui est très lourd. En fait, tu es obligé de toujours, t'es toujours en survie, donc tu as du mal un petit peu à affiner voilà, tes techniques. Et j'ai beaucoup appris auprès de mes copines combattantes, parce que du coup, elles travaillaient vraiment autrement. Il y avait vraiment une vitesse que moi, j'avais pas l'habitude d'avoir. J'avais l'habitude de moi être un serpent qui me faufilait, mais qui se faufilait. Et là, vraiment, je m'entraînais avec des filles qui étaient encore plus rapides que moi et ça m'a vraiment déboussolée. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis entraînée pendant des années contre des éléphants pour combattre dans le ring contre une souris. Alors non, pourquoi Donc la prochaine fois, je vais m'entraîner avec des souris parce que c'est ça l'objectif. Mhm. Et Ouais. c'est pas du tout inutile de s'entraîner avec des gens plus forts, mais je pense qu'il faut vraiment faire de tout. Mhm. Oui, parce que c'est vrai que les femmes passent aussi beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques qu'on voit aussi au sol, etc. Et je comprends, ça y est. J'avais jamais pensé comme ça, en fait. Là, vraiment, ce soir, là, c'est quelque chose que je découvre. Je m'étais toujours dit, bon, bah, en même temps, bon, c'est peut-être pas si grave que ça parce que, elle s'entraîne avec plus fort. Mais non, c'est vrai. Ok. Bon, c'est Non, une mais bonne chose. que les filles d'aujourd'hui, elles sont très fortes techniquement. Donc, moi, je trouve que si on veut progresser, il faut tourner avec tout le monde, mais il faut essayer de s'entraîner avec son propre gabarit. C'est vraiment super, quoi. Si on peut. Mais c'est ça un petit peu le problème des filles dans le MMA, c'est de trouver déjà une fille, puis il faut trouver qu'elle est dans la même catégorie. Ensuite, il faut qu'elle ait le même niveau ou qu'elle soit plus forte pour que ça nous fasse progresser. Donc voilà, je pense qu'il y a que les filles en ce moment, enfin les filles dans le MMA, c'est vraiment, elles vont avoir de quoi s'exprimer, mais c'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui. C'est vrai comment tu trouves qu'il n'y a pas encore assez de filles dans le MMA Bah oui, français? bah oui, il n'y a pas encore assez de filles, Mm. mais les filles qui sont là, elles sont top. Mais il y en aura d'autres, et puis ça inspire d'autres filles. Moi, j'ai vraiment la section féminine que j'ai ouvert à Nantes, elle marche super bien. Il y a une super cohésion et elles ont
elles ont, comment dire, un objectif, ou peut-être, même si elles veulent pas être compétitrices, elles voient, je leur dis, bah voilà, ce soir, il y a une fille, une Française qui va combattre à l'UFC, faut regarder. Et donc, en fait, Ah, elles découvrent, voilà, elles découvrent que c'est pas quelque chose, c'est pas que aux États-Unis, avec des filles qui sont exceptionnelles, enfin, exceptionnelles, pas que les Françaises soient pas exceptionnelles, mais que c'est un rêve inatteignable. Et en oui. fait, ben, c'est possible pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a moins de combats, donc il y a moins d'expérience, etc. La Fédé vient tout juste d'exister. On a encore du chemin à faire, mais on va le faire. Et qu'as-tu ressenti lors de la légalisation en France? Alors, j'ai eu de la chance de faire partie de la commission, en fait. Donc, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai pu recevoir chaque fédération, présenter le dossier. Donc, c'était vraiment, pour moi, on va dire que par rapport à mon parcours, c'était ce moment-là qui m'a, c'était mon moment de reconnaissance. C'est-à-dire que j'étais là depuis longtemps, la première féminine, et puis de me retrouver dans une commission où j'étais aussi la seule femme. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant et je me suis sentie utile dans la démarche. C'était vraiment top. Donc oui, la légalisation, bah champagne, même si je bois pas de champagne, donc voilà. San Pellegrino, eau pétillante, à flot. Non, mais vraiment c'est super parce que pour tous ceux qui pratiquent et que ce soit le loisir ou compétiteur, compétitrice, c'est quand même voilà des horizons qui s'ouvrent. Oui, effectivement. Et le MMA loisir, donc du coup, tu m'as dit que dans ton, ton club, il y a des nanas qui combattent et tout, mais qui vont pas aller en compétition et qui ont bien compris cette notion de MMA loisir. Comment est-ce que tu as fait pour faire comprendre en fait à toutes ces personnes qu'elles pouvaient venir comme si c'était un cours de karaté, un cours de judo, parce que c'est encore difficile de faire comprendre. Comment est-ce que tu as réussi? Bah, je pense que déjà, le fait que je sois une femme, elles ont confiance tout de suite parce qu'elles voient que je suis un petit gabarit. On va dire que je suis à peu près normale et donc je fais pas peur. Je suis pas le gros bonhomme crâne rasé militaire qui va crier. Donc j'inspire confiance et puis j'ai une pédagogie vraiment où de toute façon je viens quand même des arts martiaux. Enfin le MMA c'est dur, il faut mériter sa place. Donc même si quelqu'un me disait oui j'arrive, je veux faire de la compétition, je suis oh tu te calmes. Il faut d'abord s'entraîner et on verra après. Et ça commence d'abord par le loisir, donc par le ludique. Et encore une fois, je reviens au Japon. Quand je m'entraînais au Japon, on s'amusait en rigolant tout le temps. Et ça m'a vraiment appris à mettre moins de pression parce que c'est vrai que bah, en France, même si on rigolait beaucoup, moi je rigolais vachement moins pendant les sparring où je me prenais des mandales dans tous les sens, on me retournait, on m'écrasait. J'aimais ça de me battre, mais c'était très éprouvant. C'était très éprouvant. Au Japon, c'était éprouvant, mais je rigolais tellement. Enfin voilà, c'était des défis qui tournaient dans tous les sens et on rigolait parce que moi j'étais étrangère et en fait je leur amenais aussi un peu de l'oxygène parce que les Japonaises elles sont très réservées et moi non et donc moi je disais tout ce qui me passait par la tête et donc c'était des trucs impossibles pour elles et j'ai découvert l'entraînement en rigolant, même si c'était très sérieux en rigolant et quand je suis Ah, ça a coupé. On t'entend plus. Je sais pas tu si tu m'entends. Ça a coupé. Moi, moi, je t'entends. C'est bon. On y C'est est. bon? Ok. Oui, là c'est bon. Et donc, en fait, voilà, j'avais envie de ramener ça en France, de ramener le ludique dans le MMA. Moi, quand j'ai aimé le MMA, c'est en voyant un combat de Sakuraba. Donc, tu vois comment il est, Sakuraba, complètement ouf dans ce qu'il fait. Et moi, j'aime bien ce côté un peu fou. Voilà, j'ai pas le côté rigide, on va dire, des arts martiaux traditionnels. J'ai la discipline du sport parce qu'il faut avoir de la discipline, mais j'aime la liberté. Et du coup, s'entraîner en s'amusant, c'est tout à fait possible. Et puis, du coup, je transmets ça dans mes cours. Et le loisir, oui, le MMA féminin en loisir, c'est tout à fait possible. On va passer à un petit message. C'est Vincenot. Hein. Encore? Hein, il participe, il a raison. Alors, il fait une Mais bise Parabellum Combat Club, donc son club de cœur, et à tous les combattants qui sont passés par ce club, un grand respect pour Tévi, Julien, les enseignants, très grand respect à eux. Voilà. bah, Merci merci. pour ce message.
Oui, le Parabellum Combat Club, c'est le club où en fait moi j'ai une section MMA Girls qui va dans plein de clubs. En fait, c'est une section. Moi je mets vraiment, c'est pas un club, c'est une équipe, une section. C'est vraiment une famille dans d'autres familles. Et le Parabellum Combat Club, donc je suis coach aussi. Du coup, il y a un Parabellum Combat Club Paris et Nantes maintenant. Et c'est mon mari, Julien Sévéon, qui est le coach principal. Alors, techniquement, c'est bien ce que tu dis. Donc, du coup, tu vas certainement mettre ta section, proposer ta section à d'autres clubs, alors. Bah oui, c'est ce que je faisais déjà. Voilà. Ah oui. C'est la section regroupe des filles qui s'entraînent, qui peuvent s'entraîner aussi dans d'autres clubs. C'est pas du tout, c'est pas un club, c'est vraiment une section où s'il y a des filles qui veulent s'entraîner avec nous, voilà, on fait, c'est une entité. J'avais envie D'accord. de pas dépendre d'un autre club, d'être une entité et d'avoir, bah voilà, la liberté encore une fois de faire ce qu'on veut et comme on veut. Ah, Et, ouais, mais je passerai à Paris, alors, hein. comment? Je passerai faire un tour à Paris, hein. Ben, Parce que ou moi, à Nantes, si, à si tu peux. l'occasion, bien sûr, quand il y aura plus toutes ces histoires, à l'occasion, avec grand plaisir, parce que à force, ça me donne envie d'aller tester. Mais franchement, moi je trouve ça, moi je suis complètement possédée par mon équipe. Je trouve il y a vraiment, je sais pas si elles regardent, elles devraient regarder, elles devraient dire toutes, si elles sont là. Voilà, on est très très soudés. Et à chaque fois qu'il y a des combats quand il y a des filles qui combattent, tout le monde y va. On s'écrit tout le temps, même là en confinement, même quand j'ai déménagé. Il y a une MMA Girls, Caroline, qui vit au Brésil maintenant, et elle s'entraîne là-bas. Et elle m'a dit, bah c'est grâce à toi, c'est grâce à l'équipe que là j'ai envie de faire de la compétition au Brésil. Enfin, il s'est passé vraiment plein de choses, plein d'histoires d'amitié comme ça, très très fortes, au-delà du sport ou juste que la pratique. Donc tu seras la bienvenue, hein. Je t'attends. Hein. Ah, mais avec grand plaisir, hein. Vraiment, dès qu'il y a Venir te l'occasion, chercher. pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, ça, vraiment, vraiment, je viendrai avec grand plaisir, parce que là, ça m'intrigue, j'ai envie de voir, j'ai envie de tester, j'ai envie de En me plus, rendre compte en moi-même. bah oui, en plus, chaque fille a une histoire. Vraiment, c'est des personnalités. Hein. Les filles qui viennent, parfois, elles sont très timides, mais en réalité, moi, je me vois pas tellement en tant que coach, mais plus en tant que révélatrice. Tu sais, quand tu développes des photos en argentique, tu as un révélateur. Et moi, Oui. voilà, je suis un liquide et je vais sur les filles. Et en fait, elles ont ça en elles. Moi, je crée rien, je fais que révéler, donner un peu, donner confiance et révéler. Et vraiment, il y a des grosses personnalités et puis il y a des filles qui sont en loisir, mais il y a des compétitrices aussi, notamment ben il y a Charlotte Crochet qui va combattre normalement le 29 mai. Donc on est Mhm. très contente parce que en ce moment c'est très difficile de trouver des combats. Et donc elle est devenue championne du monde amateur il y a 18 mois. Elle va passer en pro là et ça va être super. Mais c'est vrai qu'il est difficile de trouver des combats pour les femmes, mais je sais que, de source sûre, hein, que les promoteurs aussi, ils galèrent pas mal, en fait, pour pouvoir trouver des combats féminins dans les mêmes catégories. À chaque fois, ça a l'air d'être une recherche incroyable. Bah oui, comme il y en a peu, et donc forcément il y en a peu dans chaque catégorie, et après il y a des niveaux aussi. Euh, il n'y avait pas de classe amateur. Hein, même les hommes, je suppose qu'ils t'ont dit la même chose. On passe directement en professionnel. Et là maintenant, on pourrait penser qu'il y a du amateur et ensuite du pro, mais l'amateur est déjà ça demande déjà beaucoup de courage et de pratique, et donc c'est pas facile pour une fille de trouver un combat de son poids et de son niveau.
Mais Eh bien, grâce à la FEDI, j'espère que ça ira mieux, quoi. C'est justement de créer des championnats régionaux par niveau, etc. Ça va faire vraiment, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup plus de compétitrices qui vont oser franchir le pas, parce que quand ton premier combat, on te le propose, je sais pas, c'est à Moscou, bah, t'as peut-être pas, voilà, tu te dis oui, mais bon, on pourrait peut-être faire un petit truc vite fait en banlieue parisienne, tranquille. Non, il faut que tu passes, voilà. Mais je pense que ça ira de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est toujours pas si facile. alors, pour revenir à Charlotte, elle a commencé chez toi? Elle a commencé chez moi, elle avait jamais fait de sport de combat. Et elle a pas commencé jeune, hein. Elle a commencé, bon, excuse-moi Charlotte, mais elle a commencé, il me semble qu'elle est venue, elle devait avoir 24 ans. 24 ans pour commencer, c'est pas tout jeune. Oui. Et à force, en fait, à force de travail, c'est une fille qui est très, très concentrée, avec qui je perds pas de temps. Moi, c'est des élèves comme ça, j'adore, c'est que elle pose pas de questions. Je lui dis ce qu'il faut faire, elle parle pas, elle l'intègre, et puis après elle réfléchit, etc. Donc voilà, moi je l'ai repérée quand j'ai vu qu'elle était très sérieuse et qu'elle était capable de d'assimiler vite, sans perdre de temps. Et ouais, elle a commencé avec moi. Je crois qu'au bout de 4 ans, elle est devenue championne du monde amateur, alors qu'elle est venue. Petite anecdote, elle est venue à un stage que justement j'avais ouvert aux femmes en disant voilà, tu viens avec une copine, vous venez à deux, parce que je sais que les filles elles veulent toujours, elles ont du mal à venir toutes seules. Je dis voilà, je propose un stage, vous venez à deux et je vous fais découvrir le truc. Et elle avait vu via l'insta de Cyril Diabaté, il me semble, c'est ce qu'elle m'avait dit. Cyril Diabaté avait partagé mon stage et elle l'a vu via cette page. Donc merci Ah, Cyril. c'est cool, franchement. Ça, c'est cool. Et elle combat où? Je l'ai pas noté. Je vais noter du coup. Alors elle combat, on croise les doigts, hein, que ça se fasse au Luxembourg. Ok, très bien. On va suivre ça. Je vais noter, il n'y a pas de souci, on va suivre et puis on va essayer de la mettre également en avant avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, on va dire, de concurrence de clubs, en tout cas à Nantes, de MMA? Pas spécialement féminin, hein, en règle générale. Il y en a beaucoup. Je crois que alors moi je viens d'emménager à Nantes et j'ai vraiment pas voilà je connaissais qu'une personne dans le MMA, Youn Lebeau, de la United Fight Team avec qui on travaille maintenant. Et en tout cas, il n'y a pas d'animosité. Ouais, D'accord. voilà, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les autres clubs, mais il n'y a pas d'animosité. C'est pas du tout l'atmosphère à la parisienne où chaque club se regarde et voilà, c'est pas du tout comme ça. Alors, il y avait une petite question. Ah non, même pas, c'était pas une question, mais ah si, c'est une question. Quel est l'espoir féminin, enfin de MMA Girl? C'est Julien Kevo qui pose la question. Le plus gros Euh, espoir, Bah c'est Charlotte. c'est C'est Charlotte. Charlotte. Moi, Charlotte, c'est vraiment, on a eu une relation très particulière parce que elle a commencé avec moi, elle n'avait jamais rien fait avant, donc c'est un peu mon bébé. Je l'ai, pas toute seule. Passionnée. Elle est venue s'entraîner au Platinum, au MMA Girls, donc du coup Ah, d'accord. dans la club de Loïc. Donc elle a eu plein d'autres coachs, hein, parce que au Platinum, voilà, il y a un coach JJB, il y a un coach lutte à livrer, etc., etc. Mais j'étais celle avec qui on a le plus, enfin voilà, je me suis concentrée vraiment sur elle et donc, oui, pour moi, mon plus grand espoir, c'est elle. Après, c'est pas tant sportivement, parce que déjà, moi, quand elle a eu son titre de championne du monde amateur, on n'avait pas prévu ça. Enfin, c'était vraiment, voilà, on faisait les choses petit à petit, et puis ça s'est présenté. Elle a gagné, et c'était vraiment, en plus, toute l'équipe, une grande partie de l'équipe avait fait le déplacement. C'était en Angleterre, et tout le coin était féminin. Et j'ai trouvé ça vraiment très symbolique. Quand on était dans les vestiaires, à un moment donné, j'étais avec, bah, il y a Marie Loiseau qui est aussi compétitrice professionnelle. Donc on était avec toute l'équipe. Et à un moment donné, je dis à Marie, je dis regarde autour de toi, il y a que des mecs. Et les filles qui combattent, leur équipe, c'est des mecs qui leur disent quoi faire. Je dis, nous, on n'est que des meufs ici.
Et je pense que c'est exceptionnel, c'est quelque chose de voilà je lui ai dit c'est un moment. Moi j'étais un peu émue, je dis c'est un moment historique parce que là il y a une équipe de femmes qui n'ont suffisant. Ça a coupé. Ah, c'est bon, c'est revenu. Et voilà, et on est le main event, et puis on a été vraiment très appréciés, etc. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment, c'était pas évident. Hein. Moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas de filles, et puis tout d'un coup, je me retrouve avec une fille qui va combattre pour des championnats du monde, entourée de ses sparring partners filles. Voilà, c'est vraiment quand même quelque chose pour moi qui était symbolique. D'ailleurs, par la même occasion, enfin un petit coucou, on a Esia B qui est de l'IMAF, qui est juste là, hein, donc un petit coucou. On sait qu'elle travaille énormément pour le MMA Oui, féminin également, donc voilà, ça fait continue plaisir. de travailler, voilà. Continue de travailler, il y a du boulot, mais Il y a vraiment du boulot encore, hein, du il y a boulot. vraiment du boulot. Mais bon, en tout cas, ça sent bon. D'ailleurs, on a parlé rapidement du coup d'une fameuse combattante, enfin des deux fameuses combattantes qui sont à l'UFC. Quels sont pour toi les espoirs féminins français? Bon, je pense qu'elle va tous les citer. Bah, pour moi, c'est Manon Fiorot. Vraiment, elle est. J'aime beaucoup cette combattante. Je la connais pas du tout personnellement, donc j'ai vraiment un regard très très objectif, très neutre. J'aime beaucoup déjà son style de combat et puis j'aime le côté un peu comment dire où des arts martiaux, c'est-à-dire que le MMA maintenant, c'est un petit peu, voilà, il y a ce truc un peu de célébrité et d'aller dans les clubs qui vont t'apporter. Il y a quelque chose de la consommation où on se sert des gens qui moi me dérange en tant que professeur quand quelqu'un se sert de moi, ça me plaît pas. Et voilà que des quand les gens ont un peu un esprit carriériste et qui changent de club tout le temps, pour moi, le club, moi, j'ai jamais changé de club. J'ai commencé avec Loïc et j'ai continué avec Loïc. J'étais à haute tension avec Jean-Marie Merchet. C'était toute une vie, quoi. Ça, voilà, c'est une famille. On change pas de famille, sauf si elle t'abandonne. Mais voilà, si elle t'abandonne pas, tu changes pas de famille. C'est très important. Et la loyauté, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment la qualité chez un combattant ou une combattante. Et je trouve que Manon Fiorot, elle représente bien ça. C'est-à-dire qu'elle est dans son club avec son équipe. Elle cherche pas à faire du show. Elle en fait pas trop. On sent qu'elle est elle-même, qu'elle est passionnée, qu'elle est très forte. Et puis elle elle a un potentiel de fou. Elle est très spectaculaire. Donc moi, je suis totalement fan. Il y a également d'autres personnes que tu as en tête? Plus vraiment, moi, c'est Manon Fiorot qui. Après, je suis pas. Je connais pas toutes les combattantes, on voit pas trop, voilà. Mais c'est vraiment Manon Fiorot, moi, qui. Je trouve elle peut arriver à faire vraiment. Elle est très loin dans l'UFC. Zara Ferme? Elle a un peu. Ça fait longtemps. Disons que ça fait longtemps qu'elle est dans le circuit, et c'est vrai que peut-être que voilà, bon. On verra par la suite, mais Ça a coupé. ça a Ça a repris. coupé. Ah, super. Ok, Lucie Berthaud. Ah oui, Lucie, c'est vrai, j'ai pas pensé à Lucie. Oh là là, ça y est, je vais me faire des ennemis. Je préfère citer aucun nom, comme ça j'oublie personne. C'est Lucie, évidemment. Pardon, Lucie. Si. Bon, non, mais voilà, il y en a plein et Il y en a beaucoup. En fait, voilà, elles sont de plus en plus nombreuses, en fait. On s'en rend pas compte, mais si. Et c'est vrai, Badou. il y a un très haut niveau et j'espère de toute façon le meilleur pour chacune, quoi. Et puis qu'on puisse voir, voilà, assister avec tout un grand public, un Bellator ou un UFC digne de ce nom avec tout le monde, quoi. Oui, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En tout cas, on les salue toutes. Hein. Enfin, j'ai tous les noms en tête normalement. Normalement, je les ai toutes. Hein. Mais Mais si t'en vraiment, oublies une, ça c'est pas bon. ça craint, ouais, ça craint. Et moi, je peux pas régler ça dans l'octogone là. C'est non, mais bon. Alors, du coup, est-ce que on peut faire un petit jeu? Je commence juste par une petite question, après on continue un petit peu et après on passe au quiz. Je voudrais savoir qui est-ce que tu considères comme The GOAT? Alors, masculin et The GOAT féminin.
Euh, alors, féminin, je vais commencer. Bah pour moi, alors pour moi c'est Megumi Fuji, celle dont je te parlais. Tu feras tes recherches. Pareil, il n'y a pas grand-chose. Il y a moins de choses sur elle que ben évidemment, mais c'est un petit bout de femme. C'est un petit bout de femme très musclé. C'est un muscle qui qui hyper technique, hyper rapide, hyper sympa. Et donc voilà, ce serait Megumi Fuji. Après, chez les hommes, Georges Saint-Pierre. Voilà. Pour le côté, pour moi, pour le côté martial, vraiment loyal, etc. Ok, ok. Sûr de toi. Pas un autre, Oui, pas d'hésitation. Va bien. Bien. non, mais je trouve qu'il représente bien le MMA, quoi. C'est, pour moi, c'est le meilleur représentant. D'accord. Ok. L'Invicta, est-ce que tu as déjà quelqu'un qui a été combattre à l'Invicta? Ah ben, Elle s'est j'aimerais bien, arrête. Évidemment, j'aimerais bien, mais non, j'ai eu personne, hein. Mais évidemment, Ça de va toute venir. façon. Voilà, ça va venir ou ça va pas venir. Après, vraiment, moi, je fais pas de, ma section, elle est pas faite pour créer des combattantes. Elle est faite pour créer une émulation féminine autour des sports de combat et du MMA spécialement. Et s'il en ressort des combattantes, je suis très contente. Et s'il en ressort que des loisirs, je suis très contente aussi parce que ça les renforce dans leur vie de tous les jours. Tu vois, une combattante, elle va avoir, voilà, va avoir la coupe, elle va avoir la ceinture et c'est génial. Mais toutes les filles à côté, toutes les filles qui s'entraînent avec elle, aussi, c'est super important. Pour moi, la reconnaissance, c'est pas forcément de sortir une championne, mais c'est de voir des élèves arriver toutes timides au premier cours, deuxième cours, troisième cours, et puis tout d'un coup, la stature, la posture, elle se modifie et je me sens vraiment utile, si tu veux, dans le sens où j'ai l'impression de les aider à, à être plus combattantes dans la vie quotidienne, à être meilleures soit dans leur job, meilleures dans leur vie. C'est vraiment ça ma récompense en tant que coach, plus que d'avoir sorti une combattante qui va faire les grandes organisations. D'accord, d'accord, ok. Bon, en général, quand on échange avec les coachs, c'est vrai qu'ils aiment bien quand même avoir quelques grands noms, etc. pour certains, mais je vois ta philosophie, oui, bon, d'accord. Moi, Donc je on suis peut plus, travailler pour le loisir. voilà, moi, je suis plus, si tu veux, sur le terrain, à essayer de donner un petit quelque chose, de la confiance, de la cohésion, etc. Au sein de filles, on va dire lambda. Et Mhm. moi, c'est ça le MMA loisir, est aussi important, voire plus important peut-être que la compétition, hein. Oui, oui, effectivement. Et alors, est-ce que on pourra te voir promoteur? Je n'aime pas tellement les responsabilités. Ah, oui, mais Voilà. bon, Non, bah alors promoteur, peut-être, parce que à un moment donné, bah il faut qu'il y ait des femmes, voilà, faut qu'il y ait des femmes dans dans toutes les actions là, particulièrement dans le MMA. Voilà, il en faut pas que dans la pratique. Et donc oui, éventuellement, je suis en train de penser à ça, mais c'est vrai que la situation actuelle n'est pas propice au projet et ça dépend. On a deux événements d'avril là. oui, non, mais après, oui, Ça mais dépend. C'est compliqué. c'est compliqué, voilà, disons. Mais ça se fera aussi très certainement dès que je suis en train, en tout cas, de faire quelques petits trucs, oui. D'accord, ok. Bon, ben, on sera tenu au courant. Oui, tu seras tenu au courant en premier ou en Oui, deuxième, oui, mais on je veut préfère dire les les choses. Je préfère dire les choses quand je suis sûre, bien. quoi. Donc, mais j'ai envie de faire quelque chose, oui, et tu te doutes que ça sera orienté féminin. Mais oui, mais justement, c'est ça que j'attendais en fait, hein. C'est vrai que bon, on a souvent un combat de femmes par soirée. Ce serait bien qu'on ait un peu plus. Oh, ben, je trouve Voilà. qu'il y a quand même, hein, il y a deux, trois, en Je général, parle pour ici. Je parle oui, pour voilà, c'est un peu ça vient, mais un ou deux combats de femmes. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y en ait plus. Voilà. oui. Bah, à l'image de Queen's Glove,
C'est Mhm. un gala de boxe thaï exclusivement féminin. Je trouve ça bien moi. Moi, je trouve que ça met en avant. Il faut faire parler. Voilà, il faut même si les filles, elles sont quand même. Enfin, elles sont mises en valeur. Voilà, il y a le MMA est pas du tout sexiste. Hein, c'est vraiment pas un Non. milieu sexiste. Mais je trouve que quand même il faut faire parler. On voit bien que toi dans la vie courante, dans le quotidien, quand la parole se libère, ça change beaucoup de choses. Quand on a la parole, quand on dit les choses, qu'on les fait, ça parle à plein de monde et après ça se répercute, quoi. Ça fait des vibrations et ça engendre encore d'autres actions. Oui, ça, je dès que j'en saurai, je serai plus sûre de ce que je vais faire, je t'en parlerai. D'accord. Alors, pour récapituler, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ton palmarès? Parce que je sais que c'est une question qui va apparaître après sur le replay. Alors, quel est ton palmarès? Et ben alors, comme beaucoup de pionniers ont dû te dire, on n'a pas pu combattre beaucoup, il y avait pas de ceinture, etc. Donc, en plus mon palmarès, tu vois, je ne connais même pas mon palmarès. Eh oui, c'est des choses, c'était il y a longtemps. J'étais classée, en fait, j'ai battu la cinquième mondiale quand j'étais au Japon. Donc, du coup, je suis passée au-dessus. Voilà, après, je suis vice-championne de kick de France. J'ai combattu en boxe thaï en pro aussi. Voilà. C'était pas une petite victoire au Japon. Il faut quand même le dire, hein. C'était pas une petite victoire, C'était hein. une très grosse victoire pour moi aussi parce que je m'attendais pas et vraiment c'était chouette. J'ai surmonté mes peurs. J'avais très peur de cette fille. Elle avait une tête vraiment méchante et du coup je l'ai battue. Je suis contente. C'était des très bons souvenirs. Après, c'était pas le plus beau, enfin, mon plus beau souvenir, c'était mon premier combat quand j'étais juste avant de rentrer, justement, mon premier combat au Japon, où j'étais dans les vestiaires du Korakuen Hall. C'est un, c'est un endroit mythique à Tokyo où il y a tous les combats de boxe anglaise, les combats de MMA. Enfin, c'est vraiment un lieu vraiment, voilà, qui est plein d'histoires et on le ressent. Et je me suis dit, mais là, en fait, je vais réaliser mon rêve, que je gagne ou que je perde, je peux mourir maintenant. Enfin, je mourrai heureuse, voilà. Donc ça, c'est plutôt ça pour moi, les victoires, les défaites, c'est pas ça qui fait un beau combat ou des bons souvenirs. C'est plus tout ce qui se passe autour ou pendant, mais voilà, c'est plus un truc très général plutôt que bêtement une victoire, même si ça fait toujours plaisir une victoire, Bien mais sûr. c'est pas le plus important pour moi. On a alors Ben Golmar qui dit Tévi qui a peur, je te crois pas. Si, j'avais peur. On a tous un peu peur. Elle avait l'air très méchante. Hein. C'est la première fois que tu es rentré dans l'octogone. Qu'est-ce que tu as ressenti? La toute première, les premières sensations quand il ferme, enfin, pour quoi que c'était pas un octogone peut-être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, Je me rappelle je de suis l'image que rentrée, j'ai vue. voilà, je suis rentrée dans un octogone, mais c'était pas mes premières fois, c'était pas mes premiers combats. Alors, dans un ring, je me souviens du tout premier combat que j'ai fait. Du coup, on était parti avec Loïc Pora et toute l'équipe de l'époque. Il y avait Cyril Diabaté. Je me souviens que c'était d'ailleurs, je l'ai su après. Il m'a dit après ce combat, on va voir. Je te dirai quelque chose, mais j'attends. Et en fait, après, quand j'ai gagné, il m'a dit c'est bon, tu peux faire partie de la French Connection. Je crois qu'il m'a dit un truc comme ça. Ah, Et je me suis dit, mais si j'avais perdu, je peux pas faire partie de l'équipe alors qu'on s'entraîne tout le temps ensemble et que tu vois bien que j'ai du courage et tout. Non, mais quand même, ça m'avait un peu. Je me suis dit ah mais merde, heureusement que j'ai gagné. Mais mon tout premier combat et du coup c'était avec Loïc et toute l'équipe. C'était, je sais pas où en France, mais ça me semblait un coin perdu. Ça ressemblait à une grange. Il y avait une estrade, ça devait être la salle des fêtes d'un village, mais vraiment c'était, il y avait de la boue partout. Enfin, c'était vraiment le truc. Et il y avait 10 personnes. C'était les 10 personnes qui combattaient quoi. Et je me souviens que quand je suis rentrée dans le ring, il y avait Loïc Pora qui était derrière moi et Jean-Marie Mercier qui m'ouvraient les cordes. Et quand je suis rentrée, je me suis dit mais ils viennent pas avec moi à l'intérieur. voilà. Et là, Oh là voilà. là.
Et là, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, je suis toute seule maintenant. Et voilà, c'est ça que ça. Je me suis dit, bah maintenant je suis toute seule, mais en fait, c'est ça que enfin c'est ça que je recherchais moi dans le MMA, c'était un petit peu de me confronter à moi-même et de me dire, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que moi, sans juste avec mes poings, sans armes, sans rien, est-ce que je peux affronter un obstacle? Voilà, mon défi. Donc j'ai beaucoup aimé. Aucun regret. Ah bah évidemment que non. Aucun. Ok. Ok. Ah, c'est très bien. Pride ou UFC? Tu peux répéter parce que du coup ça a coupé. Ah, désolé. Tu es plutôt Pride ou UFC? Eh ben, à ton avis, je suis plutôt Pride. Pride. Eh oui. Omoplata ou Kimura? Kimura. Pourquoi? C'était quoi ta spécialité d'ailleurs? Jujigatame. Ok. La clé de bras, bah, parce que pour les petits gabarits, Jujigatame et guillotine. En fait, c'est tout ce que tu peux passer quand tu es dos au sol. Ok. Voilà, Ok. et c'est vraiment les trucs que je passais tout de suite sur des. Je me souviens qu'à l'entraînement, quand il y avait des nouveaux, ils se mettaient souvent avec moi en se disant ça va être facile avec elle. Et comme jamais, ça me vexait terriblement, je me suis dit bah tu me regardes de très haut, je vais t'étrangler tout de suite. Et tu vois, et ça marchait. Après, je gagnais beaucoup de respect avec ces deux techniques. Alors, tu préfères Rumina Sato ou Sakuraba? Ah, c'est difficile. Mmh. Bon, Sakuraba quand même. Mais Rumina Sato, j'admire beaucoup. D'accord. Alors, le cinéma, on t'a jamais proposé encore de participer à un film? Ça peut t'intéresser ou pas? J'ai tourné dans une série policière. Ah, c'était laquelle? Et d'ailleurs, j'étais combattante de MMA et c'était Alice Nevers dans, tu vois ce que c'est? C'est Oui, une série policière. je l'ai Comment? vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu Voilà, et il y tu a l'as. pas très longtemps en plus. Et ben c'était Ok, moi. ok. Ok. Et justement, dans le dialogue, j'ai réussi à faire changer une phrase du dialogue. Et c'est pas évident parce que les scénarios TF1, quand t'es second rôle, enfin t'as rien à dire quoi. Et en fait, à un moment donné, il y avait un inspecteur qui devait dire mais le MMA c'est un sport de brute ou un truc comme ça. Et j'ai parlé au réalisateur, j'ai dit moi je suis désolée, je suis combattante de MMA depuis toujours et je me bats pour la reconnaissance du MMA et je ne veux pas de cette phrase dans voilà. Il l'a changé. Il l'a changé, il a dit ok, je comprends, il l'a changé et ça, je suis très fière de ça, d'avoir pu intervenir dans des petits trucs qui semblent rien, mais de changer un peu toi, l'image qu'on a. Enfin, c'est important quoi. Si on peut intervenir, de le faire, d'essayer de le faire en tout cas. Ok. Alors, Jason Statham ou Jean-Claude Van Damme? Oh, Jason, il est plus beau. Alors, Saitama Arena ou Accor Arena La Défense? Oh. Sorry, France, Saitama Arena. Ah oui, je pensais Accor Arena La Défense. Hein. Moi, j'y croyais là. Écoute, non. Je t'ai On dit, leur fait du pied. je me sentais plus japonaise que française. Bon, tant pis. Et pizza ou KFC? Oh bah aucun des deux. J'en étais sûre. Ma vie, sushi. J'en étais sûre que le KFC, là, c'était à côté de la plaque. Mais je vais tenter. En général, tu fais attention à ce que tu manges? Euh, non, alors je suis un peu schizophrène dans la nourriture, c'est-à-dire que je vais manger ultra bio, ultra frais un jour et puis le lendemain je vais manger une grosse glace, un truc comme ça. Je fais pas spécialement attention à ce que je mange, mais je fais plus attention enfin, à ce que je mange, pas plutôt à ce que je mange provoque sur l'environnement. D'accord. Et ouais. Et l'industrie, c'est pour ça que tu vois le KFC, je mange pas au KFC, je mange pas au McDo parce que je suis contre ce genre d'industrie quoi. Wow. Mais si tu me proposes des petites ailes de poulet épicées que toi tu prépares, moi je les mange.
Ah, d'accord. Ok, ok, bah, ça pourra se faire. Et du coup, je voulais savoir ton hygiène de vie quand même. Alors maintenant que tu n'es plus combattante, mais tu es toujours en activité, c'est toujours du sport haut niveau ou c'est beaucoup plus Non, light? bah, alors je m'entraîne, on va dire plus, je m'entraîne moins, mais je m'entraîne plus intelligemment. C'est-à-dire que je peux faire 20 pompes, mais je vais les faire de façon où je vais me concentrer vraiment et ça va être plus efficace que les 150 pompes que je faisais quand j'avais 20 ans et que je faisais comme ça, voilà. J'ai un entraînement plus intelligent et qui s'adapte aussi à ma vie et puis au temps que j'ai, quoi. Mais oui, je continue à m'entraîner parce que sinon, on devient fou. C'est bon pour le mental surtout, c'est ça? Ben oui. C'est oui. Ok. Alors, est-ce que tu as un dernier message ou tout simplement pour essayer de convaincre, par exemple, des personnes que le MMA n'est pas un sport de brute? Voilà. Alors, le MMA n'est pas un sport de brut. On peut pas nier que ce soit violent, mais ça reste encadré. Ce sont des techniques et c'est plutôt spectaculaire et effectivement, ça convient. La compétition, voilà, il faut faire une différence entre la compétition et les loisirs. On voit les combats de MMA à la télé. Forcément, c'est des compétiteurs, c'est des grosses compétitions, donc ce sont des athlètes hyper performants. Et là, on se dit waouh, mais c'est ça le MMA. Mais le MMA, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et on peut très bien avoir une vie tout à fait normale et s'entraîner au MMA 2 fois par semaine et prendre du plaisir à le faire sans en ressortir tout cabossé, parce que c'est ça que les gens pensent, mais je vais faire du MMA, après je vais être tout défiguré, je serai fatigué. Oui, tu seras fatigué, mais ça va te faire du bien, tu vas apprendre plein de choses. Et voilà, donc le MMA n'est pas un sport de brute, mais si tu es brute, le MMA te rendra intelligent. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'est un immense plaisir, en tout cas, de te recevoir ce soir. Ça a été des recherches, mais on t'a trouvé. Donc, c'est important. En tout cas, faut pas hésiter. Nous, on essaiera toujours de relayer ce qui se passe au MMA Girl. Et en tout cas, bienvenue à toutes les combattantes. Il n'y a pas de souci, on sera toujours là pour relayer et faire le nécessaire pour essayer d'aider à ce que le MMA féminin soit vu autrement. Bah déjà, ton média, c'est génial parce que ça permet de mettre le focus sur les Français spécifiquement, de faire découvrir des gens qu'on connaît pas forcément, mais qui ont un rôle important. Donc, et t'es une femme, c'est génial. Voilà. Alors, tu n'es pas qu'une femme, mais voilà, je trouve ça génial quand même. Et puis, et merci à toi et puis longue vie à MMA Story France. Merci beaucoup. En tout cas, au plaisir et à très très vite. Merci Merci à beaucoup, toi aussi. Daisy. Salut. Bye bye.